Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, je reçois Jamel El-Hamri. Bonjour. Vous êtes président fondateur de l'Académie française de la pensée islamique et vous préparez un doctorat en islam contemporain à l'Université de Strasbourg. D'abord, parlez-nous de cette académie, l'Académie française de la pensée islamique. Pourquoi faire ? Alors l'Académie française de la pensée islamique, c'est un institut de recherche et de formation de type académique. Donc un nouvel espace intellectuel qui a été fondé en 2012 à la suite d'un institut qui s'appelait l'Institut international de la pensée islamique, qui a été fondé en France au début des années 2000 par Mohamed Mestiri. Qui est une antenne d'un institut international, comme son nom l'indique. Qui est lui-même une antenne, effectivement, d'un institut qui avait été fondé en 1981 aux États-Unis. Donc nous on s'inscrit un petit peu dans cet objectif de promouvoir le renouveau de la pensée islamique, et on a voulu faire de l'Académie française de la pensée islamique donc un nouvel espace intellectuel vraiment ouvert à trois grandes sensibilités de l'islam, une sensibilité plutôt philosophique, une sensibilité plutôt théologique et une sensibilité plutôt mystique. Très bien. Vous parlez du renouveau de la pensée islamique, ça sous-entend que l'actuelle pensée islamique a besoin d'être, à tout le moins, si je vous entends, renouvelée, pour ne pas dire refondée. Oui, elle a besoin, je pense, d'être renouvelée. Il faut déjà une véritable prise de conscience que la pensée islamique contemporaine doit sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Donc déjà une prise de conscience et une volonté réelle. Pas uniquement dans les mots, pas uniquement dans les slogans, de vouloir la renouveler. Alors qu'est-ce que nous proposons à l'Académie française de la pensée islamique ? C'est étudier le passé, mais l'étudier de manière scientifique, de manière sérieuse, avec une certaine distance. C'est-à-dire que dans cette académie, on ne se pâme pas de satisfaction devant l'œuvre des anciens, mais il y a un regard critique, il peut être amène, mais il est critique de ce passé. Il se veut critique, et la critique en soi, effectivement, c'est d'apprécier ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a eu de moins bon dans le passé. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est de comprendre le présent. Comprendre à un moment donné dans quelle période historique on se situe, quels sont les enjeux, quelles questions on doit se poser. Chaque génération, chaque communauté musulmane, chaque diaspora musulmane doit à un moment donné se poser la question qui se pose aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Et enfin, la troisième étape, qui est pour nous très importante, après l'étude du passé, la compréhension du présent, c'est vraiment de contribuer pour un avenir. Et la perspective, effectivement, qu'on se donne à la FPI, c'est qu'aujourd'hui, le monde continue de cheminer vers ce qu'on appelle la civilisation humaine. Et l'idée, c'est en quoi l'étude du passé, la compréhension du présent peut nous permettre, à un moment donné, de renouveler la compréhension de l'islam pour que ce message de l'islam et celles et ceux qui le portent puissent, à un moment donné, s'insérer dans cette nouvelle perspective. Alors, je ne voulais pas vous interrompre, pris comme ça par votre élan, et un mot a retenu mon attention, j'allais m'y appesantir, mais dès lors que vous avez parlé de civilisation humaine, quel sens donne-t-on alors à diaspora islamique ? Y a-t-il des entités homogènes de musulmans et il se trouve que quelques-uns se sont dispersés comme ça de par le monde, ou, et nous aurons à y revenir dans notre émission ce matin, y a-t-il des citoyens musulmans ? Donc auquel cas on ne parle pas de diaspora. Alors, c'est une véritable question et vous faites bien de me la poser. Parce qu'effectivement, tout dépend où est-ce qu'on se trouve. Et là, effectivement, il y a un regard que l'on va avoir dans le monde musulman qui vont nous considérer effectivement comme une diaspora musulmane. Théologiquement, elle se trouve dans des territoires qu'on considérait comme des territoires en guerre. Dar al-Harb. Et on va avoir même une réflexion théologique avec des concepts de fiqh, de charia des minorités, parce qu'on considère finalement que les musulmans sont installés là-bas, mais ils ne sont pas forcément citoyens de ce pays-là. Et en même temps, vous avez également dans nos sociétés européennes, et dans notre société française, quelque chose de les derniers Français arrivés. Et tout l'enjeu finalement, c'est d'avoir une réflexion où nous assumons cette histoire. Effectivement, il y a eu des immigrations musulmanes, mais qu'aujourd'hui, nous sommes citoyens français à part entière.
Alors vous avez évoqué le fiqh pour nos auditeurs. Il s'agit de la jurisprudence d'une norme juridique articulée ou enferrée en tout cas dans la révélation coranique. Avant de poursuivre, Jamal El-Hamri, vous avez parlé de ces 3 grands volets, de ce triptyque des travaux de recherche au sein de l'Académie française de la pensée islamique. Il y a le volet philosophique, le volet théologique et le volet mystique. Du point de vue de la philosophie, pour rester uniquement au niveau du premier volet, du premier panneau du triptyque, quelles sont les pistes de recherche? Effectivement, c'est un parti pris. Notamment, nous référons à la réflexion d'un grand philosophe musulman, marocain, Abd al-Jabiri, qui a effectivement opéré qui dans l'étude finalement de la raison arabe, a considéré qu'il y avait 3 types de regards. 3 types de regards. Un regard mystique, un regard théologique et un regard philosophique. Sur le plan de la philosophie. Pardon, Jamal El-Hamri, il s'agit de la raison arabe et donc pas nécessairement raison islamique, parce que quand on est arabe, on est chrétien, on est athée, on est arabe judaïsé ou juif arabisé, si je puis dire. Oui. Donc, comment se fait-il qu'il y ait un lien, même si la langue arabe peut être véhiculaire, notamment de la révélation et de la pensée islamique, mais comment se fait-il que la raison arabe puisse aussi avoir des répercussions sur la raison islamique? Il y a un lien culturel extrêmement fort entre effectivement l'islam et la culture arabe. Ne serait-ce que la langue de révélation qui est l'arabe, ne serait-ce que la société, les sociétés, parce qu'on peut parler de la fois la Mecque et Médine, qui sont arabes, qui accueillent finalement cette révélation et le prophète de l'islam. Donc effectivement, il y a un cachet culturel extrêmement fort. Alors, la raison arabe, un contexte islamique, il y a un lien effectivement entre les deux, et toute la réflexion d'un Abd el-Jabiri, c'est vraiment d'essayer de distinguer 3 manières de regarder le passé, 3 systèmes cognitifs, pour essayer justement, pour répondre à la question finalement, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Maintenant, nous, notre réflexion à l'AFPI, c'est pas forcément de rester dans cette réflexion des années 80, dans le monde musulman, qui a eu, effectivement, il y a eu des grands débats, effectivement passionnants. Nous, aujourd'hui, c'est de se servir de ces travaux-là pour essayer d'ancrer l'éthique du pluralisme ici en France. Ces réflexions-là sont venues également avec les immigrations musulmanes tout au long du XXe siècle. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, il y a dans la réflexion qui est la nôtre, dans cette pensée islamique de France en gestation, il faut qu'aujourd'hui, les intellectuels musulmans de France fassent le lien avec cet islam contemporain, cet islam du monde musulman, et comprennent en fait qu'est-ce que les immigrations musulmanes au cours du XXe siècle ont emmené avec eux. Quel schéma de pensée ils ont emmené avec eux. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir ici les déconstruire. Alors là, vous parlez de vagues successives d'immigration. Est-ce de ce point de vue-là, l'élément islamique est allogène et incongru et qui est venu se construire ou s'agréger au corps national, ou y a-t-il un élément proprement français, y compris par la présence française dans l'Empire, et notamment l'Empire colonial? Oui. Alors la présence, effectivement, de l'islam, elle est très ancienne. Et je renvoie nos auditeurs à l'excellent ouvrage collectif qui a été dirigé par feu Mohamed Harkoun, où on se rend compte qu'effectivement, il y a une présence musulmane extrêmement importante, qui a des liens également entre la France et le monde musulman, et qui n'ont jamais été finalement interrompus. L'ouvrage est intitulé « De l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours », et il y a une préface de Jean Boutapa dans laquelle il dit que l'islam est intrinsèque à la France avant même que la France fût France. Exactement. Je pense que c'est effectivement important. On se rappelle effectivement de l'Émirat de Narbonne, le Francinet, tout le sud de la France, les liens qu'il y a eu, notamment en période de croisade, entre François Ier et Sulayman le Magnifique, l'époque de la colonisation. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie relation dans un ensemble qui est peut-être plus grand que la civilisation européenne et que la civilisation musulmane. Cette civilisation finalement méditerranéenne, au sens de Fernand Braudel, tel que Fernand Braudel pouvait la définir, avec tous ces échanges économiques d'individus, des échanges sociaux, culturels et religieux également. Et je pense que c'est important effectivement de rappeler que au-delà des civilisations qu'on nous présente en confrontation, il y a une civilisation beaucoup plus grande du bassin méditerranéen. Alors je ne sais pas si vous avez épuisé, ne serait-ce que pour aujourd'hui, le volet ou le panneau philosophique. Si c'est le cas, nous passons maintenant à l'approche théologique.
Alors, pour l'instant, effectivement, on est une jeune institution. L'idée, Je parle dans notre discussion ce matin. Je n'ai pas la prétention de vous le demander pour l'ensemble de l'œuvre de l'Académie française. Nous, l'Académie, effectivement, pour vraiment prendre le temps, effectivement, d'expliquer à nos auditeurs, l'Académie française de la pensée islamique se veut un contenant. Un contenant qui va accueillir différents contenus, dont le contenu philosophique. Notre idée, c'est justement d'essayer d'élever un petit peu le débat. Il y a différentes approches de l'islam et elles sont toutes intéressantes en soi. Et elles ont besoin aujourd'hui d'avoir un espace comme l'AFPI pour pouvoir discuter, dialoguer. Un, dans une éthique du pluralisme, et deux, en vue d'organiser l'espace intellectuel musulman en France, qui pour nous n'est pas organisé. Nous avons aujourd'hui des intellectuels de très haut niveau. Nous avons aujourd'hui des publics musulmans d'un grand niveau. Après 50 événements à l'AFPI en 4 ans, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement les publics ne se côtoient pas. Parce que l'espace intellectuel musulman en France est atomisé. Vous avez aujourd'hui, nous avons organisé par exemple des séminaires sur le soufisme avec Ibn Arabi, avec Éric Geoffroy, par exemple. Vous aviez un type de public. Si on organisait, c'est Ibn Arabi uniquement pour les Ibn auditeurs. Arabi, un grand mystique andalou, un grand mystique andalou du XIIIe siècle. 1165 Murcie, 1240 Damas, il a fait le voyage. Exactement, voilà. Il a commencé sa vie dans le monde musulman occidental et a fini dans le monde musulman oriental. On a un type de public. Ensuite, quand on organise, et on l'a organisé avec vous, Monsieur Bencher, un cycle de séminaires sur les grands philosophes de la falsafa, donc de la philosophie islamique et hellénistique, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un autre type de public. Et quand on a organisé avec le professeur Mahdi un cycle de séminaires sur les 4 grandes écoles juridiques en contexte sunnite, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre type de public. Donc que ce soit mystique, théologique ou philosophique, vous avez différents publics musulmans qui ne se rencontrent pas, parce qu'il n'y a pas de passerelle, parce que, on sait entre autres, les intellectuels musulmans de France ne se rencontrent pas. Il y a très peu d'espace et l'AFPI veut en être. Oui. Je ne vous ai pas posé la question pour que vous rappeliez ma modeste contribution à l'AFPI. En revanche, si vous avez encore une fois parlé de cet aspect à la fois philosophique, du point de vue théologique, il y a quelques avancées, quelques travaux, une effervescence intellectuelle. J'aime à rappeler toujours la définition de Dominique Chenuc de qu'est-ce que c'est que la théologie, si ce n'est que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Qu'est-ce que vous avez fait là, Jamel El-Hamri? Alors, les 3 premières années, nous avons surtout fait en sorte d'inviter des universitaires pour donner aux musulmans, aux citoyens de France, la possibilité, dans Paris, d'avoir accès à des séminaires de type universitaire ouverts à tous. Donc, dans une perspective de démocratisation du savoir. L'objectif était de donner à celles et ceux qui vont nous suivre, parce que nous inscrivons sur du long terme, la possibilité d'avoir, dans un premier temps, une culture historique de la civilisation islamique solide. C'est ce que nous avons voulu faire. Et au bout de 3 ans, on s'est rendu compte au bout de 50 événements, qu'il fallait maintenant passer à la seconde étape, celle de la production. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière, au mois de mai, le 7 mai 2016, à la Fondation Maison du Maroc. Nous avons organisé le premier colloque des intellectuels musulmans francophones. Et nous nous sommes rendus compte, après coup, en discutant avec des amis juifs et chrétiens, que nous étions effectivement, que ce type de questionnement et ce type de colloque avait déjà existé en France, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec la Semaine des intellectuels catholiques et le colloque des intellectuels juifs de langue française avec Emmanuel Lévinas. Et on se rend compte finalement que différentes communautés religieuses qui composent la communauté nationale de France se posent finalement les mêmes questions et que les intellectuels finalement, avec des problématiques singulières, peuvent être à un moment donné être amenés à se poser des questions similaires. Avec un décalage dans le temps aussi. Exactement. Vous avez évoqué Ibn Arabi, le plus grand maître, Cheikh al-Akbar, Docteur Maximus, un des plus grands métaphysiciens, dit-on. Quel est l'apport de l'Académie française de la pensée islamique sur la mystique islamique? Le premier colloque des intellectuels musulmans francophones avec une thématique, la pensée islamique de France au XXIe siècle. Et nous avons invité des intellectuels, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui appartiennent à ces 3 sensibilités de l'islam, mystique, théologique, philosophique, à venir discuter et à venir nous enrichir de leur propre définition de ce que pourrait être la pensée islamique de France au XXIe siècle. Et en même temps,
parce que la communauté musulmane ne vit pas en vase clos, nous avons invité le théologien juif Gabriel Agaï et le théologien chrétien Henri de la Hougue, afin qu'ils nous disent comment, en contexte chrétien, en contexte juif, comment une pensée religieuse peut être utile à la fois aux adhérents d'une religion et en même temps à l'ensemble des hommes. L'un est rabbin, Oui. et l'autre est prêtre, curé de l'Église catholique. Je constate que vous n'avez pas abordé, peut-être c'est délibéré, les aspects sociaux, politiques ou géopolitiques de l'implication de l'islam, et la question islamique est épineuse de nos jours, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Est-ce délibéré ou simplement parce qu'à un moment donné, il faut restreindre le champ d'investigation, de travail et de recherche? En fait, sur la question, effectivement, de la question politique, la question géopolitique, on laisse vraiment toute la liberté aux intellectuels de pouvoir l'aborder. Nous, effectivement, ce que nous proposons à l'AFPI, c'est d'avoir vraiment cette double critique. Cause endogène, cause exogène. Et d'avoir une analyse lucide, sans concession. Il y a effectivement des facteurs endogènes, des facteurs de ce que feu Malek Bennabi, grand intellectuel algérien 1905-1973, réunissait sous le vocable de la colonisabilité, et en même temps, effectivement, de se poser la question, effectivement, des enjeux géopolitiques, d'un impérialisme américain, en tout cas qui est vécu de cette manière par les sociétés majoritairement musulmanes, et donc effectivement d'aborder toutes ces questions. Et cette double critique, nous les avons également sur une thématique comme la radicalisation. Il y a un volet théologique qu'il ne faut surtout pas éluder, mais il y a effectivement un contexte géopolitique, politique, économique, social qui peut effectivement, et de la même manière, nous expliquer un petit peu pourquoi nous en sommes également là, et comment essayer d'expliquer un phénomène très complexe. Alors, quand vous parlez de facteurs endogènes ou facteurs exogènes, voire raisons intrinsèques et raisons extrinsèques, c'est à la crise, pour savoir de quels facteurs endogènes s'agit-il. Ça pourra donner lieu à une autre émission. Le colloque que vous avez organisé au mois de mai dernier va donner lieu à des actes, il a été de haute volée, une facture intellectuelle véritable. Oui, il y aura effectivement, les actes du colloque seront publiés, et en cela, c'est une première. Nous voulons aujourd'hui, on s'est rendu compte, effectivement, qui suis spécialiste de l'histoire de l'islam contemporain, que de Jamaldin Avrani à Mohamed Abdou, lorsqu'ils étaient présents à fin du 19e siècle, à débattre avec Ernest Renan jusqu'à aujourd'hui, et en passant par Malek Bennabi, Mohamed Hamidoullah et bien d'autres encore, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées. Il y a un certain nombre de débats qui ont eu lieu. Le problème, c'est qu'il y a eu très peu d'archives, et on se rend compte, effectivement, qu'à chaque fois, toute nouvelle génération qui arrive a le sentiment un peu d'être être en l'an zéro, un petit peu, pour utiliser une image un petit peu chrétienne. Effectivement, il n'y avait rien avant, et finalement on assiste à un phénomène de génération spontanée et très peu de transmission, et c'est ce qui est dommage. Et nous, à travers ce colloque-là, on veut vraiment créer du lien sur le plan horizontal, mais également sur le plan vertical. Créer du lien entre une génération d'intellectuels plus chevronnés et cette nouvelle génération d'intellectuels, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui arrivent et qui ont besoin aussi d'avoir ce lien, et qui ont besoin de bénéficier d'expériences, et qui ont besoin de baser leurs réflexions sur des choses qui ont déjà été dites. Et quoi de mieux que de publier des actes du colloque pour en faire en soi une archive. Alors, vous avez évoqué Jamaldin Afrani, Mohamed Abdou. Précisons simplement que ce sont là des précurseurs ou des figures de la Nahda, mot arabe qui veut dire éveil, renaissance, renouveau, pas dans le sens politique presque usurpé par des partis politiques, notamment tunisiens. Si je peux me permettre, je vous en prie. Plus l'islah, autant de réformisme musulman lié à une orthodoxie sunnite, plutôt que la Nahda. La Nahda, effectivement, il faut également ne pas oublier que dans le monde arabe, il y avait aussi il y a une grande présence des chrétiens arabes, et que ce mouvement de la Nahda, finalement, n'était pas encore confessionnel. Il y avait des Arabes musulmans, des Arabes chrétiens qui ont contribué à cet effort de la Renaissance, notamment à travers toutes ces imprimeries fin du 18e jusqu'à 1830 à Constantinople,
peuples, qui ont donné lieu finalement à une redécouverte de tout un patrimoine. Et à la fois les musulmans et à la fois les chrétiens y ont contribué. Donc davantage un mouvement culturel, linguistique, et ensuite à la fin du 19e avec Jamaldin Avrani et Mohamed Abdou, davantage un réformisme musulman lié à une confession particulière. Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Question d'Islam avec Jamal Hamli, président fondateur de l'Académie française de la pensée islamique, et nous parlons effectivement du contenant, voire les différents contenus des travaux de cette Académie française de la pensée islamique. Réformisme, vous avez évoqué le mot. A-t-il abouti? N'a-t-il pas abouti? Mohamed Abdou est mort en 1905, donc ça veut dire que ce travail s'est fait tout au long du 19e siècle. Pourquoi, de nos jours, sommes-nous encore dans une crise véritable de cette pensée? D'aucuns parlent même du suicide de la pensée islamique avec les attentats suicides. Alors effectivement, il faut, quand on aborde le réformisme musulman à partir de Jamaldin Avrani, Mohamed Abdou, on pourrait ajouter Al-Kawakibi, il faut bien se rendre compte qu'après Mohamed Abdou, on a deux tendances, deux types d'héritage. Un héritage plutôt orthodoxe avec Rachid Reda, et avec son évolution, parce qu'il y a un Rachid Reda du temps où il était le disciple de Mohamed Abdou, et un Rachid Reda à la fin de sa vie. Et on a effectivement une autre aile un petit peu plus libérale dont on ne parle très peu finalement. Qui a permis effectivement une émancipation sur un certain nombre de sujets, de faire avancer un certain nombre de sujets, notamment autour de la question de la femme, sur la question effectivement d'un engagement plus citoyen en faveur des droits de l'homme, de la démocratie. Et c'est un héritage qu'il faut surtout pas mettre de côté. Je pense que c'est important de le rappeler. Maintenant, effectivement, il y a un héritage de Mohamed Abdou avec Rachid Reda qui va à un moment donné permettre une jonction avec le wahhabisme. Et je pense que cette jonction, effectivement, on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Alors d'aucuns disent qu'il y a eu une doctrine qui a magnifié l'œuvre des pieux anciens, le salaf, qui donnera salafisme, et qui s'est originé ou s'est enraciné dans ce qui a été présenté à un moment donné comme un réformisme islamique. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de nous expliquer là, dans sa version plutôt orthodoxe. Complètement. Et c'est vrai que vraiment, il faut vraiment s'intéresser à Rachid Reda parce que il fait vraiment la jonction déjà entre, il est vraiment dans une période un peu charnière entre effectivement une première génération du réformisme musulman et une seconde, incarnée par un Mohamed Iqbal ou un Abdelhamid Ben Badis en Algérie, et Mohamed Iqbal en Inde, et on se rend compte également qu'il fait également la jonction entre le salafisme type salafia et en même temps le wahhabisme. Et en même temps, alors, qu'est-ce que vous entendez par salafia? La salafia, c'est dans un premier temps une prétention. Une prétention. Beaucoup ont essayé de la comparer et ce n'est pas forcément, c'est pas forcément dépréciatif de le faire et c'est pas forcément faux de la faire. On a fait le lien avec le protestantisme. C'est-à-dire finalement cette réforme qui s'inspire un petit peu de ce qu'a été le protestantisme par rapport au catholicisme. Et à un moment donné, cette critique finalement d'un islam sunnite, des 4 grandes écoles juridiques, traditionnelles, soufis, finalement on s'est inscrit en faux quand à un moment donné il y a eu ce choc de la modernité, ce choc du colonialisme. On a essayé dans l'analyse finalement des causes endogènes de la crise civilisationnelle qui parcourait le monde musulman à cette époque-là, pourquoi on en était arrivé là. Et l'une des réponses c'était que finalement nous sommes rentrés pendant trop longtemps nous avons sommeillé dans une période d'imitation. Et donc il fallait forcément incarner un nouveau dynamisme, un nouvel ijtihad, et cet ijtihad-là il devait sauter finalement des siècles de rapports intellectuels aux sources de l'islam pour aller directement s'abreuver aux sources de l'islam, le Coran, la tradition prophétique et l'exemple des salafs, donc des premières générations de l'islam. Et quand on lit finalement l'article dans l'encyclopédie de l'islam d'Ali Merad, on se rend compte d'une chose, c'est que ce réformisme-là a été critiqué par les milieux traditionnels,
par donc traditionnels sunnites, par les milieux conservateurs et par les milieux soufis. L'accueil n'était pas forcément celui espéré, et il y avait effectivement une prétention qui était considérée vraiment par ces milieux-là comme extrêmement prétentieuse. Et en même temps, il faut le rappeler aussi, c'est que dans les sociétés européennes, on accueillait ça plutôt avec un intérêt plutôt optimiste dans un premier temps. C'est important de rappeler l'histoire. Vous avez évoqué le mot djihad, le ijtihad, Oui. qui est de la même racine que djihad et qui veut dire, encore faut-il le rappeler pour les auditeurs, un effort intellectuel, cérébral, mental. Bon, là, les efforts intellectuels ont abouti à sortir de l'imitation servile, comme on disait, et revenir au comportement des pieux anciens et de première génération. Mais ça n'a pas abouti. Et d'aucuns disent que cet élan de foi, d'espérance, du réformisme, et même si on élargit à tout le mouvement de la Nahda, finalement, cet élan-là a été stoppé net en plein vol, au plein envol. Reprenons la réflexion. Rachid Reda, effectivement, on est dans les années 20, dans les années 30. Premier tiers du siècle écoulé. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi le grand débat qui a également secoué sur la notion même du califat entre Ali Abdelazir et Rachid Reda. Et cette réflexion, Ali Abdelazir qui considère que effectivement le califat ne fait pas partie des sources de l'islam, que ça a été une construction humaine, et de l'autre côté, Rachid Reda qui essaie de dire effectivement non, que le califat est le prolongement quelque part de la prophétie et qu'il doit être à ce titre-là sacralisé. Là, on est dans les années 20, dans les années 30. Il y a un élément qu'il faut également rajouter dans les facteurs exogènes, c'est que depuis 1917, avec la révolution communiste et son approche anticolonialiste, anti-impérialiste, toutes ces méthodes d'encadrement de masse vont à un moment donné se diffuser dans les sociétés musulmanes, et on va avoir finalement Hassan al-Banna et les frères musulmans qui vont avoir effectivement la réflexion d'Rachid Reda à la fin de sa vie, qui vont inaugurer une nouvelle période du réformisme musulman davantage militant, et en même temps qui vont à un moment donné prendre des techniques d'encadrement de masse avec le scoutisme, avec un engagement, on va dire, sur le plan social beaucoup plus important, avec une approche de l'islam plus idéologique. Alors, ça m'amène à deux réflexions. Vous avez évoqué à la fois Ali Abdelazir. Il est important de souligner son ouvrage de 1925, L'islam et les fondements du pouvoir, qui pour lui, exactement, le califat n'a aucune valeur sacrale et c'est une construction humaine. Et bien entendu, le débat avec Rachid Reda, et qui voit dans l'institution quelque chose de fondamental. Ça c'est le premier point. Et le second point, et je vous demanderai si vous voulez bien de le commenter, c'est que les frères musulmans, dès 1928, on est 3 ans après la parution de l'ouvrage et 4 ans après l'abolition du califat, ayant perçu comme un traumatisme l'abolition de ce califat, donc ils réagissent. Mais tout en utilisant ces moyens dits modernes, en tout cas l'heure contemporain, de l'embrigadement, ou de l'endoctrinement, de l'encadrement de la jeunesse via le scoutisme. Or, les scouts d'inspiration islamique, à ce moment-là, les garçons étaient en bermuda et les jeunes demoiselles étaient en jupe et n'étaient pas voilées. Oui. Pour répondre à la question sur le scoutisme dans la confrérie des frères musulmans en Égypte dans les années 30, 40, 50, je ne pourrais pas vous dire de quelle manière cela se passait, si c'était en petit short, si c'était... parce qu'effectivement, il y avait aussi, à partir des années 30, cette tendance finalement à tout islamiser. Et parfois, effectivement, des choses qui sont nées dans un contexte, effectivement occidental, européen. Finalement, quand c'était récupéré et instrumentalisé par des idéologies islamistes, finalement, on se rend compte que on prend finalement sur le plan, on va dire ontologique, sur le plan du fonctionnement des outils, et on les présente d'une manière qu'on dite islamique. Et c'est finalement toute une espèce de schizophrénie où finalement on prend des choses qui ont été conçues, fabriquées ailleurs, et on leur ajoute un petit label, un petit cachet islamique. Et de 1930 jusqu'à aujourd'hui, finalement, c'est une constante. Si vous le voulez bien, j'aimerais juste... Le cas algérien est patent, ou même maghrébin. Oui. Les scouts musulmans en Algérie et par-delà au Maghreb étaient selon le modèle des scouts universels. Alors on a effectivement... ça n'a pas commencé avec l'association des oulémas. Il
faut le rappeler. Il y avait déjà une volonté de la part d'Algériens qui ne faisaient pas partie forcément du réformisme musulman orthodoxe, mais qui ont vu dans les scouts une possibilité finalement d'éduquer la jeunesse et de préparer l'avenir. Voyant cela, Abdelhamid Ben Badis, qui est dans une résistance finalement à la fois religieuse mais à la fois culturelle. Il faut le rappeler, la langue arabe est un enjeu religieux face à ce qui était considéré par l'association des oulémas comme une tentative de dépersonnalisation de l'algérien, et de rappeler finalement que voilà, l'Algérie est une patrie, est une nation, et qu'elle est arabo-musulmane. Donc effectivement, on va voir que le scoutisme va être utilisé à une fin idéologique extrêmement claire et complètement assumée. Et Ben Badis deviendra le guide spirituel et en même temps président de l'association des oulémas. Rappelons que ouléma veut dire, dans son terme générique pluriel, docteur de la loi, savant, etc. Je vous ai interrompu là aussi dans votre élan, si vous voulez bien poursuivre. Oui, alors effectivement par rapport à cette jonction de Rachid Aleda, on va avoir effectivement puisqu'on pose la question de comment aujourd'hui est-ce qu'on en est encore là, c'est que vous avez à partir de ce moment-là sur le plan idéologique deux trajectoires. Une trajectoire des frères musulmans et une trajectoire effectivement du wahhabisme. La différence c'est qu'effectivement l'un va s'incarner dans un État saoudien, et l'autre va être effectivement une idéologie qui va être un petit peu apatride, un peu plus internationaliste. Et finalement, ces deux expériences-là vont finalement progressivement rentrer dans une idéologisation de la religion à partir des années 60 pour les frères musulmans avec Sayyid Qutb, et à partir des années 70 à la fin du nasserisme pour l'État saoudien qui va à un moment donné avec ces deux chocs pétroliers, avec cette manne financière, vraiment à un moment donné envoyer des cassettes, va faire de la propagande dans le monde entier. Et aujourd'hui, même en France, nous en payons encore les conséquences. Que faites-vous de la révolution khomeiniste? Y a-t-il une jonction entre le volet chiite, on va dire le mot maintenant, et toute l'obédience sunnite, dans une sorte de globalisation de l'international islamiste déjà, et puis pour la suite de l'émission, nous verrons comment vous palliez toutes ces problématiques. On a parlé des années 60-70. Dans les années 70, on a le grand intellectuel Ali Shariati qui va préparer toute une jeunesse, toute une génération, les Iraniens, à la révolution de 1979. Donc, même si effectivement le sunnisme et le chiisme, historiquement, n'ont pas du tout la même trajectoire. En parlant d'intellectuels, Jamel El-Hamri, la tâche, la vocation, le statut, l'engagement de l'intellectuel est-il tel qu'à Ali Shariati, même si ça va produire de l'islamisme ou de l'islam idéologisé pour faire simple, ou est-ce que, et auquel cas mérite-t-il le vocable intellectuel, ou est-ce qu'il faut le considérer comme tel et ne plus considérer l'intellectuel comme celui qui produit une réflexion, une pensée pour accompagner ses contemporains ou ses semblables à des horizons meilleurs? Et là, vous posez effectivement la question de la définition de l'intellectuel. Il y a des définitions d'intellectuels. En France également, nous avons eu des définitions d'intellectuels, des générations d'intellectuels. Effectivement, si on veut être beaucoup plus précis, on dira qu'Ali Shariati était un intellectuel religieux idéologue. Et un doctrinaire. Et un doctrinaire. Effectivement, de surcroît, on pourrait rajouter effectivement doctrinaire. Si vous posez la question aux musulmans lambda dans la société iranienne dans les années 60, ils vous diront à la fois que Ali Shariati était un grand intellectuel, un grand moujtahid, le moujtahid du siècle, parce qu'effectivement, il y aurait une tradition prophétique qui dirait que tous les 100 ans, il y a quelqu'un qui vient pour restaurer la compréhension de l'islam. Donc chacun, effectivement, y va de son champion. Et si vous posez la question également à la même période dans la société égyptienne, on vous dira quasiment la même chose d'un Sayyid Qutb. Donc, ce sont les islamistes qui diront ça. Oui. Et un moujtahid, c'est celui qui pratique l'ijtihad, donc il fait l'effort intellectuel et cérébral. Moi, à titre personnel, je pense qu'effectivement, un intellectuel ne vient pas forcément avec des réponses, pose des questions, oriente, et essaye de contribuer à l'autonomie de l'individu.
Maintenant, c'est une définition qui n'engage que moi, et c'est vrai qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de le penser, enfin de le dire. C'est qu'à la fois, c'est pas forcément une définition. La définition que je donne, elle n'est pas forcément partagée par la majorité de mes coreligionnaires, et que très souvent, et encore aujourd'hui, là vous vous exprimez comme musulman alors. Oui. Par rapport à mes coreligionnaires, en tant que musulman, je me rends compte effectivement que, et si on analyse effectivement les 14 siècles de l'histoire de la civilisation musulmane, à l'époque, entre le débat entre les Mu'tazilites et les Hanbalites, on a toujours eu deux types d'intellectuels au fond, des intellectuels qui vont essayer de donner vraiment des outils aux musulmans, et d'autres qui vont être davantage dans une démagogie que je considérerais comme religieuse, où finalement on est, comme Mohamed Harkoun disait, on est moins un théologien qu'un acteur social. Et finalement, l'objectif, c'est finalement d'éviter d'être dans un chantage permanent à la fitna et d'éviter finalement que cette diversité qui traverse toutes les communautés et de surcroît la communauté musulmane puisse s'exprimer. Et encore aujourd'hui, effectivement, peut-être on abordera cette question-là, mais vous avez aussi des intellectuels musulmans encore en France avec qui on discute, qui sont extrêmement courageux en off, qui peuvent être courageux dans des cercles scientifiques, mais qui ont un peu plus de mal. Et il faut également qu'on ait aussi l'honnêteté de se regarder en face et d'être lucide par rapport à cela. Et on a un peu du mal à assumer ce type de discours face à la masse musulmane, je sais pas, sans être dépréciatif, mais devant la communauté musulmane, lors d'un sermon du vendredi ou dans une conférence, dans une mosquée ou dans un institut, on a du mal à aborder ce type de questions et de faire preuve d'audace, sans agitation, même dans les endroits où on en a finalement le plus besoin. Alors, pour ne pas vous interrompre indéfiniment, je reviens sur le vocabulaire. C'est pour nos chers amis auditeurs. Vous avez parlé des Mu'tazilites. Il s'agit d'une école de rationalistes, les premiers rationalistes de la réflexion théologique islamique. Vous avez parlé des Hanbalites, sont les adeptes ou ceux qui ont suivi Ahmed ibn Hanbal, mort en 855. Et vous avez parlé de la fitna. La fitna étant une scission, une sédition, en tout cas un chaos et un trouble. Et finalement, ce qui nous importe, alors que nous qui sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam avec vous, Jamal Al-Hamri, je le rappelle pour les auditeurs, vous êtes président fondateur de l'Académie française de la pensée islamique, c'est à propos de l'audace de l'intellectuel, l'audace intellectuelle de l'intellectuel. La suprême consécration, dit-on, pour l'intellectuel, c'est lorsqu'on nomme le siècle par son nom. Il y a le siècle de Périclès, le siècle d'Averroès, le siècle de Voltaire. Peut-être qu'il y aura le siècle, espérons-le, de Al-Hamri. Comment, en dehors de considérations purement humaines et de menaces qui pèsent sur les uns et les autres, comment expliquez-vous la frilosité, voire la pusillanimité de ces intellectuels qui disent des choses en cercle restreint et pas d'une manière publique? Enfin, nous sommes sur France Culture et nous pouvons en parler. Toutes les idéologies, notamment celle des frères musulmans, qui a eu un rapport effectivement extrêmement conflictuel avec différents États musulmans, et encore aujourd'hui, on pense également à l'Égypte, extrêmement conflictuel. On a eu des intellectuels qui, à un moment donné, posaient la réflexion, ont malheureusement inoculé dans les esprits musulmans une défiance vis-à-vis de l'État. Et cette défiance vis-à-vis de l'État fait qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas aidé par un pouvoir, qu'il soit califal, qu'il soit impérial, qu'il soit de type républicain, qu'il soit de type monarchique, il faut bien aller chercher effectivement une légitimité. Cette légitimité, si vous ne la trouvez pas, si vous n'allez pas la chercher chez le prince, si vous voulez en plus défier ce propre prince, il faut aller la chercher ailleurs. Et c'est là que nous sommes finalement dans une démagogie religieuse. Et toute cette démagogie religieuse, finalement, tire la réflexion vers le bas. Et si vous voulez avoir une légitimité religieuse, il faut être dans une forme de démagogie. Et cette forme de démagogie fait qu'à un moment donné, vous allez contenter votre auditoire. Vous allez tout faire pour le maintenir dans un confort intellectuel. Et c'est intéressant de voir également, moi qui m'intéresse à la pensée de Malek Bennabi, pourquoi un Malek Bennabi n'a pas été valorisé comparé à un Seyyed Qutb,
ils sont de la même génération, et ils ont eu une polémique dans les années 50-60 en Égypte. On a eu deux trajectoires. L'un était finalement, n'avait pas de problème avec le pouvoir nassérien, et l'autre avait un problème avec Nasser. Dans l'imaginaire finalement musulman, l'un était considéré davantage comme faisant le jeu du pouvoir, alors que dans ses écrits, à aucun moment, rien ne permet de le justifier. Mais il était Malik Benabi. Mais dans sa réflexion, il posait la question du vrai constat. Il a conceptualisé l'idée de société post-almohadienne, de l'homme post-almohadien, c'est-à-dire l'homme et la société, une société décadente musulmane et un homme musulman décadent qui végète dans l'histoire. Et toute cette réflexion-là, finalement, on s'est rendu compte que quand vous posez les vraies questions, quand vous posez les vrais diagnostics, quand vous essayez d'apporter des vraies solutions, des vrais remèdes, finalement, on ne vous écoute que très peu. Alors que les idéologues qui vont davantage contenter les foules, qui vont davantage les accompagner en faisant de la pseudo-thérapie. Si la vraie thérapie, c'est d'essayer justement d'accompagner, de soigner avec un but précis à la fin. Mais là, c'est de la fausse finalement, c'est de la fausse thérapie. Finalement, on vous dit finalement, on vous met en avant. Et toute cette légitimité-là, finalement, va me permettre à moi, intellectuel, doctrinaire, idéologue, selon d'où l'on parle, de me positionner vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du prince que j'ai cherché dans mes discours, dans mes ouvrages et dans mes réflexions à défier. Post-almohadien, c'est par rapport à la dynastie almohade. Donc on est charnière 12e, 13e siècle. Jamal Al-Hamri, pour ce qui nous reste de l'émission, je voudrais, si vous voulez bien, aborder les chantiers qu'on peut même qualifier de titanesques pour cette pensée qui a besoin à la fois de production, de produire, mais aussi elle-même d'être structurée. Abordez-vous au sein de l'Académie française de la pensée islamique les questions du pluralisme, de la laïcité, de la désintrication de la politique, d'avec la religion, comment passe-t-on du schéma de la communauté vers la société et la citoyenneté? Comment fait-on pour donner des assises doctrinales à l'égalité foncière et ontologique entre les êtres par-delà le genre? Tous les débats à propos de la violence, comment fait-on pour la désacraliser? Vous voyez bien que les chantiers sont énormes. Comme vous avez l'habitude de dire dans vos différentes interventions, effectivement, les chantiers sont titanesques. Alors, la thématique de ce premier colloque des intellectuels musulmans francophones, c'était d'aborder la pensée islamique de France au XXIe siècle. Nous assumons le 2 France au XXIe siècle. La première des choses, c'est d'essayer déjà de situer, à la fois historiquement, géographiquement, mais intellectuellement, une pensée islamique de France en gestation. C'est très important, parce qu'on s'est rendu compte que dans les différents débats des intellectuels musulmans francophones, nous passons de l'époque prophétique à aujourd'hui, en passant par l'islam classique, en passant par l'époque de la colonisation, et finalement, dans un anachronisme, on essaye de débattre de l'islam, mais sans méthode, avec beaucoup d'anarchie. À la fois sur le plan des idées, à la fois sur le plan des concepts. Nous prenons une définition d'un concept à un temps donné et l'autre personne apporte finalement une définition plus contemporaine de cette même notion. Prenez la question par exemple du djihad. Est-ce que la question se pose de la même manière à l'époque des croisades et aujourd'hui? Or, vous avez des gens qui arrivent et qui mélangent finalement les périodes. Donc nous aujourd'hui, la période c'est le XXIe siècle. Et nous assumons le XXIe siècle. Maintenant la France. Pour nous, c'est important d'ancrer notre réflexion en France, culturellement et intellectuellement. Et c'est là où nous inspirons, par exemple, de la réflexion et du positionnement intellectuel d'un Mohamed Harkoun, qui était dans une étude, finalement, historique des deux civilisations, dont nous sommes, nous, en tant que Français, citoyens français de confession musulmane, héritiers. À la fois la civilisation européenne et à la fois la civilisation musulmane. Et d'aborder de la même manière, avec un même esprit critique, finalement, les deux civilisations, et en quoi nous en sommes finalement, nous pouvons en faire une synthèse extrêmement enrichissante, extrêmement féconde. Donc d'aborder finalement ces deux civilisations quand on assume une territorialité. Et enfin, une pensée islamique, qu'est-ce que c'est? Une pensée islamique, c'est d'abord une visée universelle qui va faire la jonction avec une donnée confessionnelle. Esprit critique d'un côté, conviction religieuse de l'autre. C'est des questions qui se posent effectivement en France pour les communautés chrétiennes et les communautés juives. L'idée, pour nous, la pensée islamique,
c'est à la fois donc une pensée humaine, et on insiste sur une pensée humaine, en même temps un effort spirituel à partir d'une conviction en l'unicité divine, mais également en l'unité des hommes, c'est très important dans la perspective de la civilisation humaine, et en même temps l'unité de la création divine de la nature. Ce qui justifie l'épithète islamique accolée à penser. Exactement. Alors, de ce point de vue-là, sortiriez-vous, vous avez noté le conditionnel, de la pensée magique, de l'argument d'autorité, de la raison religieuse, laisseriez-vous place à la raison pure? Vous avez évoqué Mohamed Harkoun, 1928, et puis décédé le 14 septembre 2010, lui qui a été critique au sens noble et premier du terme de cette raison islamique. Quelqu'un comme Mohamed Harkoun était en avance sur son temps. Et cette double étude historique, cette étude historique comparée entre la civilisation européenne et la civilisation musulmane lui a permis d'être dans un positionnement intellectuel extrêmement intéressant et extrêmement inspirant pour notre génération. Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Mohamed Harkoun, qui posait des vraies questions et a très peu été écouté de son vivant, très peu été suivi finalement, même après sa mort, et on sait ô combien il aurait été important dans le contexte qui est le nôtre, dans le contexte français qui est le nôtre. On se rend compte que finalement, dans cette étude comparée, il a été dans une double critique, notamment de la raison, côté musulman de cette raison religieuse, mais également du côté de cette civilisation européenne, de notre société française, ce qu'il a appelé la raison des Lumières. Et que finalement, nous avons encore du mal à assumer le dépassement des deux et de cheminer vers une raison qu'il intitule une raison émergente. Et nous aujourd'hui, si nous voulons aujourd'hui nous servir et nous inscrire dans cette continuité d'un Mohamed Harkoun, d'un Malek Benabi, il faut aujourd'hui que nous assumions finalement une question très simple, notre identité, nos multiples identités. Et je pense aujourd'hui que les intellectuels musulmans francophones n'ont pas pensé l'immigration, n'ont pas cherché d'abord à écrire ce double roman, le roman national et le roman spirituel. Aujourd'hui, rendez-vous compte que dans l'histoire même de la civilisation musulmane, c'est peut-être la première fois qu'on voit un déplacement de population, confession musulmane, qui vient dans un territoire qui était considéré comme le territoire des croisés, d'un territoire en guerre. Et nous posons tout un tas de questions. Nous posons tout un tas de questions. Et les intellectuels musulmans francophones n'ont pas posé la question de cette immigration, en quoi spirituellement les musulmans pouvaient à un moment donné féconder la société française, et en quoi la société française pouvait féconder aussi et les musulmans et notre compréhension de l'islam. Donc c'est une hybridation même de la civilisation et puis une identité qui elle-même se sédimente selon plusieurs apports et une stratification. Alors je dirais plus qu'hybridation, une synthèse finalement, une synthèse. Moi je suis né dans le Loir-et-Cher, à Blois, à côté de Chambord. J'ai autant de plaisir à lire la vie d'un François Ier qu'un Souleymane le Magnifique, qui ont à un moment donné ont signé un traité politique contre Charles Quint, quelque chose qui était inimaginable à cette époque-là. De la même manière que dans le Loir-et-Cher, je suis à proximité d'Amboise et j'aime autant visiter les châteaux de la Loire pour ce qu'ils ont été que d'essayer d'être à la recherche de l'histoire de l'émirat d'Abdelkader. Et je pense sincèrement que quand on fait ce travail-là et quand on assume toutes ces histoires-là, toutes ces histoires civilisationnelles, en apprenant par cœur la geste de Roland qui n'était pas tendre vis-à-vis du prophète de l'islam. Exactement, aussi, en apprenant finalement, en regardant le passé, en assumant finalement et en se revendiquant de toutes ces histoires, de cette diversité de ces histoires civilisationnelles, et qu'on dépasse finalement l'héritage du colonialisme et l'héritage de la colonisabilité, on est finalement dans une sérénité où sur le plan identitaire nous assumons toutes les richesses et nous sommes capables du coup à partir de ce moment-là de cheminer vers la réflexion d'un Malek Benabi, d'un Mohamed Harkoun qui eux se rapprochent au plus près de la définition que l'on donne à l'AFPI de ce que c'est qu'être un intellectuel musulman. L'AFPI étant l'Académie française de la pensée islamique. Nous approchons du terme de l'émission et les sujets sont encore cruciaux. 2 ou 3 petites réflexions. La préposition de France, parce que sommes-nous sous un ciel un peu plus clément
à Paris ou ailleurs ou à Amboise qu'au Caire, ou Téhéran, ou Alger, ou au Riyad. Et donc la réflexion peut être menée. Et dans ce cas, s'il y a une quelconque frilosité, elle est imputable au manque d'audace des intellectuels. Ou est-ce qu'il y a une spécificité française pour la pensée quelle qu'elle soit, y compris celle de la pensée islamique, même avec un regard critique sur les clôtures dogmatiques, y compris celle de l'esprit humain pris dans les clôtures dogmatiques modernes, comme disait Mohamed Harkoun. Nous considérons en tout cas que la pensée islamique de France, elle est en gestation. C'est important de la rappeler et qu'il faut aujourd'hui, le travail, par exemple, d'une institution comme l'Académie française de la pensée islamique, c'est d'essayer d'offrir un espace où différents intellectuels, différentes sensibilités d'islam vont discuter. De cette discussion, nous espérons une fécondation de pensée islamique, une production de pensée islamique civilisationnelle. Et dans un contexte français, et nous assumons. Nous ne répondons plus, en tout cas ma génération ne répond plus à la question en disant voilà, comme d'autres générations ont pu le faire, oui, ici on a un espace de liberté. Moi je suis français. Toutes ces conquêtes pour plus de liberté, les conquêtes issues des Lumières, issues de la Révolution française, les conquêtes sur le plan social, du milieu ouvrier, du milieu syndical, des femmes, des protestants, des juifs, je les fais miennes ces conquêtes-là. Et à ce titre-là, c'est une responsabilité en tant que citoyen que j'ai pour permettre encore et encore que cet espace de liberté qu'est la société française perdure. Donc je suis pas dans un rapport où je me dis j'ai de la chance par rapport au monde musulman, parce que le monde musulman finalement je le regarde avec beaucoup d'empathie, parce que de par mon histoire personnelle j'y suis lié, j'y suis encore lié, mais aujourd'hui là où notre effort intellectuel doit se tourner, c'est vers notre société française. Et notre société française nous pose un certain nombre de questions. Et notre présence, notre naissance, notre présence, notre ancrage, ce que l'on veut, ou peu la importe, composante tout simplement islamique. et la composante que nous représentons pose la question. Et notamment pose la question, comme Mohamed Harkoun pouvait le rappeler, du religieux que nous n'avons pas été capables de dépasser. Contrairement à ce que l'on peut penser, qu'en 1905, avec la loi de séparation des églises et de l'État, finalement cette question, on l'a mis de côté plus que non l'a dépassée. Et tout l'enjeu finalement, nous sur le plan intellectuel, et en quoi nous finalement, en tant que citoyens français, intellectuels français de confession musulmane, nous avons, je pense, un vrai rôle sur le plan citoyen à jouer, c'est de permettre finalement à la société française d'aller encore plus loin que ce qu'elle a été. Il y a 3 siècles, la France était une monarchie absolue de droit divin. Entre-temps, elle est devenue une république laïque. Demain, avec toutes ses composantes, elle peut évoluer encore. Ne devenons pas, alors que nous avons été modernes, de nouveaux conservateurs. La modernité est un projet inachevé. Et nous, en tant que composantes, avec d'autres, nous devons constamment rechercher ce qui peut être le mieux pour nos sociétés. Et notre rapport, en ce sens-là, il doit être citoyen. Nous devons résolument regarder vers l'avenir, préparer la société française de demain, lui permettre finalement de sortir un petit peu de ses traumatismes. On ne peut pas aujourd'hui de manière sereine passer d'un statut de la fille aînée de l'Église à une fille émancipée de l'Église de cette manière-là, en mettant sous le tapis un certain nombre de réflexions. C'est de la violence qui est sous nos pieds. Nous voulons, en tant qu'intellectuel, essayer à un moment donné d'enlever la poussière sous le tapis, d'aborder avec d'autres intellectuels qui appartiennent à d'autres confessions ou non, à d'autres philosophies ou non, d'aborder finalement sereinement et finalement d'assumer la vocation de la France qui a toujours été, sinon à l'angoisse, de penser pour soi et penser pour le monde. Merci beaucoup Jamel El-Hamri, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous. La réflexion n'était pas tant d'avoir de la chance ou un espace de liberté que d'assumer sa francité et avec toutes ses spécificités. Vous avez là aussi entrouvert des portes et des chantiers que nous qualifierons toujours de titanesques. J'aurais voulu vous poser la question sur la conception maintenant du djihad au XXIe siècle. Vous êtes un fils du XXIe siècle, mais ce sera sûrement pour une autre émission.